Bonsoir. Are we there yet? Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous dans la connaissance du monde? La recherche de cette connaissance, de cette compréhension, de cette explication du monde, c'est une grande aventure qui dure depuis plus de 2 millénaires et qui continue aujourd'hui. Et la question, c'est de savoir justement où nous en sommes. Est-ce que nous sommes près du but, c'est-à-dire est-ce que nous sommes près de comprendre le monde? Alors évidemment, comprendre le monde, je crois que c'est un désir qui a existé toujours et partout dans toutes les civilisations. Mais il s'est passé quelque chose dans notre civilisation, disons au VIe siècle avant Jésus-Christ à peu près, avec des philosophes de la nature qui s'appellent les présocratiques, qui ont voulu aborder cette question d'une manière rationnelle. Et ça, c'était nouveau. Et ce souci de rationalité, c'est-à-dire d'introduire des raisonnements finalement pour comprendre et expliquer comment fonctionne le monde, eh bien on peut considérer que c'est le début de la science. Pas vraiment une science au sens où on l'entend aujourd'hui, mais au moins le début de la recherche scientifique. Et à partir donc du VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant toute l'Antiquité grecque, par exemple, et puis ça va continuer après d'une manière que je vais expliquer, différentes écoles de philosophes de la nature, comme on les appelle, c'est le nom qu'on donnait, si vous voulez, aux scientifiques à l'époque, ont émis des hypothèses, ont essayé de construire des systèmes d'explication du monde. Alors ce qui est important, c'est qu'ils ont mis en place une sorte de cadre, et qui est toujours le cadre dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui. Un cadre qui permet précisément d'aborder cette question de la connaissance du monde sur le mode de la rationalité. Alors ce cadre, c'est quoi? C'est d'adopter des grands principes. Les grands principes, par exemple, ça peut être l'amour et la haine, la condensation, au contraire l'expansion, la symétrie, l'harmonie ou le chaos, le hasard. Ça dépend des philosophes, ça dépend des écoles de philosophie. Quelques-unes de ces idées marchent très bien, d'autres ne marchent moins bien, et puis elles se mélangent, on les adopte, on les rejette, et ça donne différents systèmes du monde, différentes explications du monde à l'époque. La deuxième chose, c'est de savoir de quoi est fait le monde, de quoi se compose le monde. Par exemple, de l'espace, de l'étendue. Le concept d'espace n'est pas vraiment établi chez les Grecs. Une étendue, donc, dans laquelle vont se poursuivre les phénomènes. Pour les uns, par exemple, pour les atomistes grecs, c'est le vide. Et puis savoir, dans ce cadre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la matière, et puis la matière, eh bien, on va penser que c'est fait d'éléments fondamentaux. Alors par exemple, pour Platon, Aristote, ça va être 4 éléments fondamentaux qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu, et tout ce qu'on voit autour de nous, ce sont des combinaisons de ces 4 éléments. Pour d'autres, qu'on appelle les atomistes grecs, ce sont des atomes qui sont répartis dans un espace vide illimité. Ça ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui les particules élémentaires. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières d'aborder le monde qui sont en concurrence, et ce sera celle de Platon et d'Aristote qui va s'imposer à l'époque, non pas parce qu'elle est meilleure, mais pour des tas de raisons historiques, et qui va durer à peu près jusqu'à la Renaissance. Et puis il y a un troisième point, après les principes, après le contenu, c'est les lois. Et finalement, les lois, elles vont être exprimées d'une manière mathématique. Parce que très tôt dans cette histoire, dans ce développement de cette aventure culturelle pour expliquer le monde, on voit apparaître la nécessité d'utiliser les mathématiques pour expliquer le monde. Alors ça a été dit depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, par exemple Pythagore, tout est nombre, mais aussi Platon, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Ensuite on aura Galilée, le monde est écrit en langage mathématique, et puis Newton qui va mathématiser le monde, qui va mathématiser la physique, et puis Einstein, etc. Et ça continue encore aujourd'hui. Donc on a déjà une prévision du monde, ou plutôt un ensemble de visions concurrentes dont aucune ne marche vraiment très bien et qui ne sont pas tout à fait non plus fonctionnelles. On a ça déjà dans l'Antiquité grecque, et puis ça va durer pendant
presque 2 millénaires, où on va voir que ces conceptions sont remises en cause, il y a des concurrences, on montre que certains trucs ne marchent pas, que d'autres marchent finalement, et on aboutit au XVIe siècle, au XVIIe siècle, à la grande révolution newtonienne, qui est le fondement de la physique, où enfin, si vous voulez, il y a un système vraiment qui va se mettre en place et qui va fonctionner. Et ce système, eh bien, c'est Newton donc, qui va le mettre en place, et c'est encore une fois le début de la physique moderne et aussi de l'astrophysique moderne. Newton va reprendre tout ça, mais il va le préciser. C'est-à-dire, il va dire qu'il y a un cadre pour le monde, et ce cadre, c'est l'espace et le temps. Il y a un contenu, c'est des particules, c'est de la matière faite de particules, puis il y a aussi des ondes, des rayonnements, enfin ça dépend aussi des conceptions de l'époque, il y a un peu des débats sur cette question. Et puis tout ça est mathématisé d'une manière très précise, et Newton, il y a beaucoup de mathématiques dans cette fondation de la physique, et il y a des lois qui vont être exprimées mathématiquement, mais toutes les notions physiques sont représentées par des notions mathématiques, donc les lois sont mathématiques. Et ça va marcher d'une manière extraordinaire. Ça va très très bien marcher. Et dans la physique, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect pratique, c'est ce qui aujourd'hui nous permet d'envoyer des satellites autour de la Terre ou des sondes qui se posent sur Mars, ou de fabriquer des ordinateurs, de fabriquer des transistors, des lasers, tout ce que vous voulez, de fabriquer des systèmes qui permettent d'implémenter l'intelligence artificielle. Bon, tout ça, c'est résultat d'une recherche fondamentale en physique, mais il y a aussi dans la physique la connaissance du monde, comment fonctionne le monde, et donc Newton nous donne un cadre de pensée pour le monde. Dans le monde, il y a un cadre, l'espace et le temps, et puis il y a un contenu, les particules par exemple, qui obéissent à des lois. Et ça va très bien marcher sur le plan pratique. Ça marche un petit peu moins bien sur le plan conceptuel, parce que cette conception du monde newtonienne, elle n'est pas du tout parfaite, et du coup, au XXe siècle, pour différentes raisons, ça va être de nouveau remis en cause. On va avoir une révolution fondamentale dans la physique, qui va complètement balayer le cadre conceptuel, le cadre de pensée newtonien, pour en établir un autre. En fait, pour en établir un autre, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il va y en avoir deux différents et concurrents. À savoir qu'au XXe siècle, il n'y a pas une révolution scientifique, mais il y a une double révolution scientifique. C'est-à-dire, d'un côté, nous avons les théories de la relativité générale, dans les années 1905, 1910, 1915, jusqu'à 1920, établies essentiellement par un seul homme qui est Albert Einstein. Et de l'autre côté, nous avons la physique quantique, dont Einstein est aussi un fondateur, mais il y a beaucoup d'autres protagonistes, comme Dirac, Schrödinger, Heisenberg, Bohr et d'autres, des noms que vous avez peut-être déjà entendus. Et ces deux nouveaux cadres de pensée en physique vont donner des conceptions du monde complètement nouvelles et complètement différentes de la conception newtonienne. Et le problème, c'est que ces deux conceptions du monde sont différentes et elles sont même incompatibles. Bon, très rapidement, que nous dit par exemple la conception de la relativité générale? Elle nous dit qu'il faut abandonner certaines notions newtoniennes, il faut abandonner la notion d'espace et la notion de temps. Il faut les remplacer par une notion d'espace-temps, qui est quelque chose de vraiment différent. C'est-à-dire, quelquefois, on va entendre que l'espace-temps, c'est l'espace et le temps, tout simplement. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça, et qui change complètement notre perception des choses. C'est-à-dire que ce que nous appelons le temps, qui nous permet de nous rassembler ici, de nous donner des rendez-vous et d'être alors au rendez-vous, eh bien, c'est une sorte d'illusion que nous récréons, qui marche très bien à notre échelle, mais qui ne marche pas du tout à l'échelle de la physique fondamentale. Donc, la relativité générale, on peut dire, c'est un rejet du cadre conceptuel, de l'explication, de la conception du monde newtonienne, au profit d'une nouvelle qui va nier l'espace et le temps, et qui va remplacer ça par une notion nouvelle qui est l'espace-temps, dans laquelle la conception de la matière, faite de particules, n'est pas vraiment modifiée. Si on regarde maintenant l'autre volet de cette révolution scientifique, c'est-à-dire la physique quantique, c'est complètement différent. Le cadre newtonien va être également rejeté, mais on va garder l'espace et le temps, et c'est la matière qu'on va changer, c'est la conception de la matière. C'est-à-dire, selon la physique quantique, la matière n'est pas faite de petites particules qu'on peut localiser, dont on peut dire elles sont là, elles vont à une certaine vitesse et tout, mais c'est quelque chose d'un peu flou. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le principe d'incertitude. Eh bien, l'incertitude de la physique quantique, c'est finalement ce qui exprime que la conception que l'on a de la matière, c'est-à-dire du contenu de l'univers, n'est plus du tout celle de Newton. Elle est nouvelle.
Donc vous voyez, d'un côté la relativité générale, de l'autre côté la physique quantique, rejette complètement, nous oblige à rejeter la conception newtonienne, la remplace par une nouvelle conception, mais le problème c'est que ces deux conceptions ne sont pas les mêmes et elles sont même antagonistes. Alors, si elles sont différentes, elles ne peuvent pas être toutes les deux vraies, puisqu'elles sont contradictoires. Donc est-ce qu'il y en a une qui est vraie, ou est-ce que ni l'une ni l'autre n'est vraie, et il y en a une que l'on ne connaît pas encore qui serait la bonne? Alors ça, c'est ce que pensent la plupart des physiciens. Et évidemment, cette conception, ils la cherchent. Tout le monde cherche quelle est la bonne théorie physique qui irait au-delà de la relativité générale et au-delà de la physique quantique, qui serait beaucoup plus unifiée, beaucoup plus globale, qui nous permettrait d'avoir une conception unique du monde. Alors vous avez peut-être entendu parler de la théorie des cordes, de la gravité quantique, d'autres approches qui ont des noms un peu barbares, qu'on appelle les twisters ou la géométrie non commutative. Peu importe finalement, mais ça veut dire qu'on cherche, que les physiciens théoriciens cherchent une nouvelle conception du monde aujourd'hui. Alors évidemment, toujours avec l'idée qu'il va falloir l'exprimer par des mathématiques, donc sans doute avec des nouvelles mathématiques. Donc aujourd'hui, on cherche une nouvelle conception du monde, on cherche une nouvelle conception du cadre dans lequel se jouent les phénomènes, peut-être toujours l'espace-temps, mais un espace-temps qui n'est pas celui auquel nous pensons aujourd'hui. Une nouvelle conception de la matière, qui est sans doute un peu floue, parce que la physique quantique nous dit que ça doit être flou, et finalement aussi des nouvelles lois qui s'expriment sans doute au niveau de nouvelles formules et de nouveaux outils mathématiques. Et ça, c'est le travail des théoriciens, des physiciens théoriciens aujourd'hui qui font de la physique conceptuelle. Et donc, pour répondre à la question de départ, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien voilà, nous en sommes là. Nous ne sommes pas au bout du chemin. La physique théorique, la physique fondamentale, c'est une activité qui continue. Il y a des tas de physiciens théoriciens qui font ça. Et croyez-moi, c'est extrêmement intéressant et c'est un grand plaisir. Merci.